Merci beaucoup. Donc je vais être assez court et surtout essayer de ne pas être trop stratosphérique parce que quand on parle d'Europe, souvent ça a l'air d'être quelque chose d'extrêmement lointain, très théorique. On parle de sauvetage des banques, du budget de la zone euro, etc. Mais en fait, l'Europe sociale, peut-être à votre grande surprise, existe vraiment. Elle existe encore beaucoup plus depuis l'année dernière. Un tout petit flashback, on est en été 2014, le candidat président de la Commission, Jean-Claude Juncker, va déclarer devant le Parlement européen qu'il souhaite que l'Union européenne obtienne un triple A social. Ça fait partie de son plan de 10 priorités. Et bien sûr, c'est un beau slogan, mais comment est-ce qu'on transforme ça en réalité? Alors, ça prend du temps parce que, selon les traités, nous avons des compétences limitées dans le domaine social et de l'emploi, hein, très clairement. Et même à l'intérieur de ces compétences, certaines sont soumises à l'unanimité au Conseil, un peu comme dans le domaine fiscal. On a encore là aussi un autre obstacle où, quand on veut légiférer, ou proposer en tout cas une législation dans certains domaines, souvent on a des problèmes au Conseil et nous avons des discussions qui s'éternisent et donc les personnes, les citoyens, les personnes qui ont besoin de voir les choses évoluer disent mais que fait l'Europe? Ils discutent, mais il n'y a rien qui sort. Alors il y a quand même quelque chose qui est sorti de très important l'année dernière, au mois de novembre, à Göteborg en Suède, c'est le fameux socle européen des droits sociaux. Alors j'ai ramené ici quelques exemplaires et quelques brochures. C'est gentil de penser à nous. Alors, qu'est-ce que c'est que ce socle européen des droits sociaux? Est-ce que c'est simplement encore une communication de plus ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Eh bien, j'ai la conviction que c'est quelque chose de beaucoup plus concret qu'une communication. C'est une liste de 20 droits et principes fondamentaux dans le domaine social et de l'emploi qui ont été proclamés par les 3 institutions européennes, Parlement, Conseil et Commission, en présence des 28 États membres, c'est-à-dire au plus haut niveau des chefs d'État et de gouvernement, qui s'étaient réunis là pour un Conseil européen social qui n'avait plus lieu depuis 20 ans. Donc c'est la première fois depuis 20 ans que les chefs d'État et de gouvernement se réunissaient autour d'une table pour parler de social. C'est quand même un signe que les choses changent. Alors ce socle européen des droits sociaux, en tant que tel, n'implique pas de dispositif, ne contient pas de dispositif contraignant juridiquement, et il va dépendre effectivement de l'existence ou de la proposition de textes juridiques et contraignants qui seront présentés soit au niveau européen par la Commission, soit au niveau national par le gouvernement, discutés à l'Assemblée nationale, au Sénat, etc. Pour donner corps justement à cet engagement solennel politique au niveau européen et national, la Commission a, en même temps que le socle a été présenté, en avril 2017, présenté une proposition de directive sur la réconciliation de la vie professionnelle et de la vie privée des parents et des aidants. Je ne vais pas faire tout l'historique parce que ce serait trop long. Simplement, il faut savoir que quand la Commission fait une proposition comme celle-là, elle consulte très largement un très grand nombre de partenaires, y compris les organisations non gouvernementales, les syndicats, le patronat, les parlements nationaux, enfin beaucoup de gens sont intervenus là-dedans. Et je crois que le rapport de Mme Gillot aurait eu une place centrale dans ce travail de préparation s'il était sorti à ce moment-là, ce qui ne veut pas dire que le fait qu'il sorte maintenant, il est sorti au mois de juin, le rend inutile par rapport aux discussions qui sont en cours entre le Parlement européen et le Conseil sur ce sujet. Et je vais être un tout petit peu plus précis un peu plus tard. L'Europe s'inspire de ce rapport? Ben, le rapport est venu un peu tard pour que l'Europe s'en inspire, mais en fait, les conclusions du rapport sont les conclusions que nous avons pu tirer dans nos contacts avec les différents partenaires que nous avons consultés, les études que nous avons faites. On utilise beaucoup d'études, on utilise notamment une agence qui s'appelle Eurofond, qui est une sorte d'observatoire des marchés de l'emploi et de la performance sociale des États membres. Et donc, sur base de ces analyses quand même assez pointues, on en a tiré des conclusions que Mme Gillot a présentées, je crois, de manière très éloquente et très juste tout à l'heure, et qui rendent en fait son rapport très, très pertinent. Alors, la proposition avait en réalité comme objectif principal de permettre aux femmes d'être plus présentes sur le marché de l'emploi. Parce qu'en fait, on parle des aidants au masculin tout le temps, mais en fait, on devrait peut-être davantage parler des aidantes, parce qu'aujourd'hui, la réalité, ça a été dit, c'est que ces charges familiales sont essentiellement prises par les femmes, par les mères, par les sœurs, que sais-je.
Et en fait, on a constaté que soit à la naissance du premier enfant, soit au moment où dans la famille quelqu'un devient dépendant, quelle est la personne du couple qui va réduire sa présence sur le marché de l'emploi, va carrément arrêter de travailler? C'est la femme, avec comme conséquence immédiate une différence en ce qui concerne les revenus de la femme et de l'homme, bien sûr, mais surtout lorsqu'on voit le niveau des retraites. On a aujourd'hui en Europe une différence de 40% entre les retraites des hommes et les retraites des femmes, à cause des interruptions de carrière, etc., qui sont notamment générées par la responsabilité assumée principalement par la femme pour ce qui concerne l'aidance à domicile. Alors, la proposition, elle prévoit en effet, et ce qui est important, c'est que la notion même d'aidant n'existe pas au niveau européen. C'est la première fois qu'on propose dans une proposition législative la reconnaissance en fait du statut d'aidant. Alors la proposition elle-même est relativement modeste parce que nous avons voulu éviter que ça se bloque immédiatement au Conseil. Hein, et donc on a proposé que le statut d'aidant soit reconnu, qu'il y ait une définition assez simple qui soit donnée, et que ces aidants puissent obtenir un congé de 5 jours par an et par personne dépendante pour s'en occuper, pour accompagner par exemple ses parents en dialyse ou des choses comme ça, et que ces 5 jours soient rémunérés au niveau en fait, des allocations qu'on reçoit lorsqu'on est en maladie. Alors, encore une fois, c'est assez modeste, mais en même temps, nous avons proposé un certain nombre de mesures non législatives, notamment en ce qui concerne les investissements qui sont nécessaires dans les établissements de soins de longue durée. Hein, et tout ça correspond en fait à certains droits et principes qui sont contenus dans le socle des droits sociaux. Donc c'est vraiment une manière concrète de mettre en œuvre et de permettre aux États membres en fait de prendre le relais des principes et des droits auxquels ils ont souscrit solennellement à Göteborg en novembre 2017. Que vous donnez une reconnaissance juridique Exactement, puisque ça c'est un domaine dans lequel la Commission a des compétences pour proposer une législation, donc nous avons utilisé immédiatement cette compétence. Dans d'autres domaines, on ne va pas pouvoir légiférer. Par exemple, si on veut créer une rémunération en Europe pour les aidants, nous n'avons aucune compétence sur base des traités pour le faire. Vous n'avez aucun impact sur la fiscalité si une entreprise accompagne un aidant, l'entreprise n'a pas de... Exactement. Les régimes fiscaux particuliers qui pourraient favoriser justement la combinaison vie privée et vie professionnelle relèvent intégralement de la compétence des États membres. On peut encourager, d'ailleurs on le fait, hein, et on utilise d'ailleurs encore, excusez-moi du terme barbare, ce qu'on appelle le semestre européen, qui est en fait un cycle annuel, malgré son nom semestre, au cours duquel on fait une analyse des performances économiques, budgétaires et maintenant de plus en plus sociales des États membres. Et arrivé au mois de juin, lorsqu'on a fait un peu l'analyse de tout ça, en dialogue vraiment permanent avec les États membres, on adresse des recommandations spécifiques à chaque pays qui sont en fait endossées par le Conseil des ministres. Donc chaque État membre accepte de mettre en œuvre ces recommandations. Et effectivement, on a maintenant à peu près 16 ou 17% des recommandations qui concernent le social et l'emploi, ce qui est quand même très très important. Et cette question justement de l'intégration, de l'inclusion des personnes handicapées ou des personnes dépendantes, quand elles sont capables de le faire dans le marché de l'emploi, fait partie de ces recommandations. Alors, en plus d'octroyer un congé de 5 jours par personne et par personne aidée dans la famille, on a aussi proposé d'assouplir les formules de travail, c'est-à-dire de permettre davantage des temps partiels, des travails à distance, en utilisant, pour ceux qui peuvent le faire, les technologies de l'information, pour pouvoir faire un travail complet, mais en restant à domicile certains jours, voire parfois toute la semaine. Donc tout ça, on adapte un petit peu, si vous voulez, le cadre juridique aux réalités d'aujourd'hui. Alors, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, puisque cette proposition date quand même de l'année dernière? Nous avons réussi finalement, au mois de juin, ça n'a pas été facile, à faciliter ce qu'on appelle une position commune au Conseil. Donc les 28 États membres ont adopté un certain nombre de positions sur les propositions. Le Parlement a fait ça aussi à peu près en même temps. Le Parlement est assez ambitieux par rapport à ces questions. C'est d'ailleurs le Parlement qui a un petit peu aussi encouragé la Commission à accélérer la proposition. Par contre, au Conseil, on a une autre situation. Pourquoi? Parce que la proposition dans son ensemble va induire effectivement des coûts
pour la mise en œuvre. À partir du moment où on rémunère les congés, il faut bien que quelqu'un les paie, etc. Mais ce que nous avons essayé de démontrer dans notre analyse d'impact de cette proposition, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas véritablement d'un coût, mais d'un investissement. Parce que non seulement les aidants vont être dans une situation plus confortable pour combiner leurs obligations familiales avec un travail, mais aussi les entreprises, comme on l'a dit tantôt, vont pouvoir garder les expertises, les compétences dans leur entreprise, plutôt que de devoir remplacer régulièrement des gens qui quittent parce que tout d'un coup, ils sont confrontés à une situation familiale qui est devenue incompatible avec un emploi. Nous espérons avoir, d'ici la fin de l'année, peut-être pas un accord complet, mais en tout cas un accord sur une majorité des dispositifs de cette directive. La présidence autrichienne, donc la présidence des ministres, elle change tous les 6 mois. Pour le moment, c'est l'Autriche. Ensuite, ce sera la Roumanie. A prévu 4 séances de travail approfondies, donc on espère faire des progrès. Moi, ce que je tire comme conclusion, en tout cas de ce que j'ai entendu aujourd'hui, et notamment de l'intervention de Mme Gillot, c'est que son rapport devrait atterrir sur les bureaux du Conseil européen à Bruxelles. Et moi, en tout cas, je vais l'utiliser pour alimenter mes collègues à la Commission qui négocient cette directive, pour qu'ils utilisent encore une fois les conclusions, les analyses de ce rapport pour démontrer qu'il faut vraiment faire quelque chose pour les aidants, parce que le risque, c'est que finalement, on supprime les 5 jours, on reconnaisse l'aidant et puis c'est tout, et qu'il n'y ait aucune rémunération pour les jours qui sont utilisés pour s'occuper des personnes dépendantes dans la famille. Voilà. Alors, on est à la veille d'élections européennes, mais je n'ai jamais vu dans aucun programme politique ce sujet, donc peut-être que ça va évoluer et qu'il y aura des propositions de fait. En tout cas, je le souhaite, quoi. Mais bravo, merci pour votre intervention. Merci de m'aider, j'ai même plus besoin de demander, ça fait chaud au cœur.